Je m'appelle Julien Morissette, vous écoutez le Cabaret des variétés littéraires, une balado-diffusion du Salon du livre de l'Outaouais. Aujourd'hui, dans cet épisode enregistré et présenté depuis les jardins du musée de l'Auberge Sims, on aura le plaisir d'accueillir Marie Darcigny, Lionel Lehoulier, Daniel Grelot-Landry et Gabrielle Bouliane-Tremblay. Donc, je vous présente rapidement ces 4 artistes qui ont accepté notre invitation en ce samedi soir d'été chaud à Elmer. D'abord, Marie Darcigny, qui est une poète montréalaise, auteure du recueil A Little Death Around the Heart en 2014, Fille à l'écrou en 2017 et 30 aux éditions Remue-Ménage en 2018. On aura la chance de parler de 30 et d'en entendre des extraits au cours de l'émission. Donc, salut Marie. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Gabrielle Bouliane-Tremblay, qui est écrivaine, comédienne et militante pour les droits des personnes trans. Elle a publié le recueil de poésie Les secrets de l'origami chez Delbusso, c'était en 2018. Et son premier roman, La fille d'elle-même, est paru un peu plus tôt cette année chez Marchand de Feuilles. Très hâte d'en discuter avec toi. Salut Gabrielle. Salut. Content de te recevoir ici en Outaouais également. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Et notre troisième invité, Lionel Lehoulier, qui est artiste trans non-binaire, marionnettiste, acteur, auteur, metteur en scène, également directeur artistique du théâtre Tremplin, qui co-signe le texte de L'étui matinal avec Dylan Orr, œuvre théâtrale dont il sera question aujourd'hui. Bonjour, Lionel. Hey, allô. Ça va bien? Ça va bien, toi? Excité, oui? Oui, tout à fait, tout à fait. Et pour commencer, on fait place à l'œuvre de Daniel Grelot-Landry, un artiste multidisciplinaire et fier franco-canadien qui a une pratique en littérature et en musique depuis presque 10 ans. En 2012, il publie son premier recueil de poésie aux éditions L'Interligne, Rêver au réel, qui sera suivi de Hamoragie en 2016 et Fragmentiel en 2018. On commence justement... je te salue, Daniel, quand même. Hey, allô! On va entendre Fragmentiel avec toi. On t'écoute à l'instant. C'est un extrait d'un poème qui s'intitule Babel. Babel, babille, papille gustative, paper prize polichinelle, part pour barbeau dentelle, paratonnerre, éclair de feu de fourrure, Babel, paper. Comment está? Muy bien, et tu? Konnichiwa. How? Bonjour. Hell. Oh. Hello. Jello. Mellow. Miaou. Miaou. Dichotomie. Dichochotomie. Dichochocolaterie. Taxinomie de cochon mal mangé. Porcelaine, paresse, poreuse, court au sommet de la tour de Babel. Bye bye, bastard. Bordel de brousse, cacahuète, corail, coriandre, caresse, j'ai la frousse. Je t'aime. Ajout de feu, de flamme, d'oxygène, scalin. Je suis bitumineux. Je butine les baragouinages de bœufs bleus qui blochent en battant des yeux. Dentelle, dentifrice, douceur des mots qui recoulent comme des rivières touchées, scalènes, couchées dans leur lit limpide et tant mieux. Je t'aime. Paper, cacahuète, prized, paratonnerre, éclaire tes fourrures de feu de forêt, Babel. Como está? Muy bien. Dos cervezas, por favor. Gesundheit, ad vitam aeternam. Donde está la bibliothèque? Babelisme, je babille, je titube, je balance, je me lance et j'essaie, je me dis que c'est bien, que je suis maintenant, que j'ai du sens. Je ne suis plus seul, Babel. Je ne suis plus seul, je ne suis plus seul, Babel. Je t'aime. Babel. Bible, je babille, je balafre la peau pure du ciel. J'oublie la mémoire que j'avais, l'hydromel sucré du Kansas dans mon fiel partiel, coriandre, le goût de tes lèvres, de ton cœur de sable mouvant. Suis-je la racine ou l'écorce? Quelle question dois-je poser pour enfin rejoindre le silence? Pourquoi suis-je incapable d'oublier les torts qu'on m'a causés lors même que les moments doux et tendres m'échappent? L'obsession avec la douleur, jouer dans la plaie jusqu'à ce qu'elle chante, peindre un mur de cicatrices. Et si je fondais toutes les bouteilles vides que j'ai connues au cours du siècle, je pourrais me bâtir une immense serre pour faire pousser du cannabis. Babel. Le monde des apôtres est plein d'images infidèles, l'absurdité du doute. Tout ira mieux un jour, ma chère, n'oublie pas ton portefeuille, n'oublie pas son numéro. Toutes les lumières qui scintillent, qui défilent, qui ne vont pas assez loin à l'arrière de mon crâne.
Et si je refusais, refuserais-tu aussi? Ou bien es-tu perdu? Je suis perdu aussi dans les limbes, les limbes, les limbes. Les prises d'extension, distension de la peau tendue et le stress, et le stress. Le monde est une source perpétuelle de bonheur, de peur, de douleur, de couleur, de douceur, de laideur et de rage, de carnage dans ma cage, de sangs et nuages de brume cervicale, anthropophagique et phallique qui hantise l'encéphale. Je me bats, oui. Je continue de me battre pour un sens qui n'est pas celui avec lequel on veut aseptiser les crevasses de mon subconscient. Je ne suis pas le subalterne de milliardaire. Je ne suis pas un firmament. Je suis une bête de chair effilochée et muqueuse qui monte ses dents de swamp, recouvert de maringouins, de feux d'artifice, de reflets de lumière et de foires démentes. Je veux dénouer les lianes sur ma langue et libérer toute la frénésie de ma chair cosmique pour enfin peut-être atteindre Babel, éteindre le silence sur le feu de ma conscience. Éteindre le feu des aurores boréales. Rejoindre la beauté et la laideur dans la prison yin-yang et saccager les polarités pour faire dérailler l'axe orbital de la Terre. Je veux briser le ciel en deux avec mon point de poésie et piller ses secrets pour vous les offrir sur un plateau recouvert de mon sang. Fragments de verre, fragments de ciel, couper les vignes pour faire couler mon sang queer, mon sang franco-ontarien de franglais mutant, mon sang de Canadien invisible dans l'hégémonie culturelle, le sang de mes ancêtres et de toute ma lignée, car le seul enfant qui naîtra de mes tripes sera celui des mots, celui d'images, celui de toute la rage au monde d'avoir été cassé en 1000 morceaux par la vie, d'avoir été propulsé dans l'existence sans avoir consenti. Alors merci, merci à tous, merci pour tout. Et voici Babel, mon monument d'incohérence, de paroles gustatives, réflexives, abîmées. Je t'aime. Et Babel, quand la dernière syllabe sera criée, le désert recouvrant nos jungles d'autrefois, nos formes enlisées dans des marais d'incertitude, nos différences effacées dans le silence de la toundra, là, peut-être, parlerons-nous d'une même voix. Jusque-là, construisant nos tours de cendres vers le ciel, soyons difformes, obliques, obtus, aigus et acérés, nos carapaces polymorphes et nos clartés chuchotées, cultivant la richesse de notre biodiversité, ces fruits enivrant notre lucidité trop modeste. Reste. Ton regard de gouffre et ta langue de braise doivent déchirer le silence beige de la conformorphologicité. Petite leçon d'histoire franco-ontarienne. Au début de la première décennie du second millénaire depuis la naissance du Christ, être un adolescent gay affirmé dans le nord de l'Ontario, ça voulait dire que tu fermes ta gueule. Tu fais semblant de pas exister, d'être autrui, ou tu fonces dans le tas en espérant faire peur pour qu'il te sacre la paix. Isolé, écorché par l'humiliation de constamment s'expliquer, mentir, répondre aux questions sur ton cul ou le cul des autres, puis obligé de soutenir le regard de ceux qui croient que c'est une abomination. La discussion n'avait pas encore beaucoup avancé. Testostérone, j'ai choisi le dernier. Fuck you, ai-je dit, sans pardonner. Supplice silencieux, enduré, sans chialer. À l'hôpital, le nez cassé après une bagarre. Riant avec une cigarette au filtre ensanglanté. Endurci, j'ai choisi de combattre la haine de la vie. Je n'ai pas grandi sous la tutelle d'un mineur de nickel, mais bien d'une famille nucléaire, de parents fonctionnaires, d'amour fonctionnel. Béni soit-il. On raconte de grandes histoires d'amour, de souffrance. On trouve dans la beauté du monde une fontaine de jouvence, insatiable, asphyxié, besoin de s'envoler, faute de billets d'avion incendiés, le vide d'images psychédéliques. Combien d'enfants du Nord, perdus dans ces labyrinthes de glace, disparus dans les remous de l'érosion spirituelle, des gestes d'un quotidien homogène. Merci beaucoup, Marie. Merci. Merci à Daniel pour ce texte. Ouais. Merci pour ta lecture, Marie. Ça fait plaisir. Mais j'aime ça ce soir parce qu'on a des lectures croisées et ça nous permet d'entendre deux souffles différents sur un même texte. Comment tu l'entends quand c'est quelqu'un d'autre qui le lit, Daniel? Ça me fait redécouvrir le texte. Ouais. Hein, c'est une nouvelle intention. Puis c'est vraiment
tout un privilège d'avoir la chance de l'entendre de la part de Marie. Pour moi, ça me reconnecte aussi un peu avec l'émotion du moment quand j'ai écrit le texte, parce que je me souviens, quand j'ai écrit Fragmentiel, j'étais vraiment dans un moment de contemplation, mais aussi de résolution avec le passé, puis de vraiment cristalliser là, ces souvenirs-là en images, en métaphores, pour pouvoir m'en débarrasser. Ouais. De l'entendre de la voix de quelqu'un d'autre, justement, ça me fait revivre un peu cette émotion-là de vouloir lâcher prise à cette souffrance-là. Puis c'est le fun, parce que ça me rappelle le chemin qui a été parcouru. Bien, justement, par rapport à ça, je veux citer un extrait de ce texte qu'on n'a pas entendu, lu de Marie, mais quand même qui en fait partie. Ce petit gars-là qui avait sérieusement besoin de thérapie, à la place, a découvert le sexe, la drogue et la motherfucking poésie. Il s'en remet toujours à ce jour. Je trouve ça magnifique comme passage dans ce texte-là. Et je crois comprendre donc que la poésie, la musique, parce que tu es musicien aussi depuis de nombreuses années, la scène, ça semble avoir été des thérapies dans ton parcours, c'est bien ça? Ben non. Oui, dans un sens, la performance est thérapeutique. Ouais. Mais pour moi, tu sais, cette image-là, c'est vraiment l'idée... tu sais, en anglais, on dit l'expression « sex, drugs, rock and roll Ouais. ». Tu sais, cette image de vouloir vivre vraiment pleinement sa vie, d'être wild, finalement, puis de s'assumer vraiment dans sa nature. C'est quelque chose qui m'a pris longtemps. Ça m'a pris longtemps à arriver au point où je pouvais me sentir vraiment authentique, bien dans ma peau. Ouais. Et avec ce texte, j'ai été capable de vraiment cristalliser des pistes qui ont été importantes pour mon cheminement en tant qu'humain. Plus tard. Donc, c'est drôle parce que tu me racontes cette citation-là. Puis là, je me dis, c'est vrai, en 2017, j'étais vraiment en réflexion là, par rapport à ça. Puis maintenant, là où je suis en 2021, c'est fou à quel point c'est différent. Fait que, c'est loin de toi? On dirait que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Ouais. On dirait que c'est arrivé à quelqu'un d'autre, même si je me souviens très bien de cette phase-là de ma vie. C'est comme si c'était comme pré-COVID. Tu sais, comme c'était les 2 dernières années, là, j'ai fait un gros travail de cheminement personnel, de la vraie thérapie, finalement, pas juste de la thérapie artistique. Puis ça m'a amené vraiment quelque part, spirituellement et humainement, qui est différent. Puis je pense que j'étais un peu naïf dans l'écriture de ce texte parce que je me disais, oui, tu sais, l'art suffit. L'art, c'est assez, tu sais, pour régler tous mes problèmes, mais finalement, il fallait que je m'en défasse un peu pour pouvoir mieux revenir. Wow. Yeah. Je suis curieux de savoir, soit Gabriel, Lionel, Marie, si ça vous arrive de retourner dans des textes du passé, comme Daniel qui vient d'en faire l'expérience, et de se relire et de se dire, OK, il y a soit beaucoup de chemin qui a été parcouru, ou on a l'impression que c'est peut-être une autre personne qui a écrit certains passages. Est-ce que ça vous arrive? Ah, c'est clair. Ouais, Marie? Non, mais je pense que tout le monde qui se relie 2017, ça semble pas loin, mais on vieillit, on grandit, puis il se passe des choses dans la vie aussi. Là, mais je pense que il faut quand même avoir de la compassion là, avec la nous du passé, Ouais. là, parce que sinon, on va juste comme se taper sur la tête. Un petit peu de bienveillance pour Ouais. sa version du passé. Lionel, toi? Oh mon Dieu, oui. Juste avec l'étude matinale, des fois, on regarde les premiers balbutiements. On a commencé vraiment à l'écrire en 2018. Puis on regarde ça, puis on est comme, oh mon Dieu, t'sais, juste de voir la trajectoire d'un projet. Au début, on pensait faire de quoi comme à propos des influenceurs, youtubeurs. C'était comme pas pantoute ce que ça a donné finalement. Fait que, non, effectivement, tu te dis, mon Dieu, le cheminement qu'on a fait dans notre tête pour partir du point A puis se rendre au point Y, c'est intéressant. Oui, ça laisse un peu comme des traces de la personne qu'on a été puis de l'évolution. Toi, Gabrielle? Bien, c'est un peu un exercice thérapeutique, comme Ouais. Daniel disait, parce que moi, en tout cas, j'aime ça, me relire pour voir si j'ai évolué, OK. dans le fond. Des fois, quand je comprends pas quelque chose, c'est parce que je suis encore dans le même mindset. Donc, j'ai encore du travail à faire. Oui. Daniel, j'en reviens au recueil. Il y a beaucoup de questions qui sont posées à même les textes des poèmes. Donc, on sent cette évolution-là, mais aussi les réflexions beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu cherchais à résoudre à ce moment-là quand tu l'écrivais fragmentiel dans le recueil pendant que tu le faisais? Ben oui, pour moi, Fragmentiel, c'est vraiment une affirmation d'être vivant. C'est l'affirmation d'exister, malgré le sentiment de terreur cosmique et de conditions minuscules qu'on a en tant qu'être humain qui regarde vers les étoiles, tu sais, qui regarde vers... Moi, j'ai
une grande passion pour l'astronomie. Et ce qui a vraiment ressorti avec Fragments de ciel, c'est justement quand je contemplais un peu les astres et les étoiles et comment utiliser ces images-là dans le recueil, j'avais un sentiment de réconciliation avec la nature éphémère de la vie. Et cette réconciliation-là m'a permis, par la suite, de mieux naviguer mon parcours artistique, si on veut, qui est venu par la suite. J'avais bien de la misère avant, j'avais bien de la terreur, l'anxiété surtout par rapport à la nature éphémère de l'existence, si on veut, là, la mort et tout ça. Puis j'ai eu une couple de passes un peu rough, puis il a fallu que je réfléchisse à ma vie, puis où est-ce que je m'en allais. Puis avec Fragments de ciel, ça m'a permis un peu de cristalliser ces réflexions-là en images, de faire l'expérience de ces réflexions-là de façon par contournement, si on veut. Et à la fin, la fin de ce chemin-là, c'est d'être bien, justement, avec cette vérité-là. Donc, au final, c'est pas toutes les questions qui ont été répondues, non. Mais l'exercice de se remettre en question, de poser des questions qui sont peut-être un peu étranges par moment, ça m'a permis de m'ancrer vraiment dans ma vérité et ma réalité, puis de bien continuer à poursuivre mon chemin. Il y a un aspect aussi que j'ai bien aimé dans Fragments de ciel, et ça, on te l'a déjà dit, je crois que tu avais une conscience rebelle, puis je trouvais le terme assez juste. J'étais curieux de t'entendre à ce sujet-là, parce que par moments, on a l'impression qu'il y a même un peu la figure du poète maudit dans le livre. Est-ce que tu es une figure rebelle dans la façon que tu te perçois toi-même? Ben, je sais pas. Je pense que je l'ai été. Je pense que pendant longtemps, j'ai voulu incarner ça parce que ça me donnait un sens de contrôle et ça me donnait un sens de maîtrise de mon image et de mon énergie qui cadrait vraiment avec ce que ça me tentait de faire avec ma vie dans ce moment-là, tu sais. Maintenant, je sais pas, je me sens beaucoup plus moine depuis quelques années. Ben, je veux dire, avec le confinement, puis tout ça, puis le travail à partir de la maison, puis tout ça, tu sais, j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour méditer, beaucoup de temps pour pratiquer la pleine conscience, la gratitude, toutes sortes de choses qui m'étaient un peu étrangères auparavant. Et c'est comme un gros changement. Puis aussi, je vieillis un peu, hein, si on veut. J'ai quand même eu 32 ans cette année. Fait que, pour moi, c'est un peu, tu sais, cette phase rebelle-là, ce côté rebelle-là, je l'ai vécu, je l'ai assumé et je pense que je suis allé à la fin du chemin. Ouais. Là, je suis en train de redécouvrir qu'est-ce qui m'attend. Puis c'est le fun parce que ça pourrait être n'importe quoi. Puis est-ce que ça, c'est un moteur de création pour toi? Si la colère l'a été un jour en ce moment, est-ce que cette pleine conscience ou cette zénitude-là te drive dans la création? Oui. En fait, c'est surtout un rapport avec la créativité. C'est par rapport au rapport avec la créativité que ça change parce que j'ai plus de patience. Là où j'étais plus impulsif avant, où j'étais vraiment plus comme, OK, dans l'urgence de devoir créer absolument parce que j'ai ce sentiment, cette émotion qui est nécessaire à la survie. Maintenant, c'est beaucoup plus... J'ai plus de patience, j'ai plus de compassion aussi avec moi-même. Finalement, je pense que ça fait en sorte que j'ai plus de vulnérabilité et donc j'accède à de l'authenticité dans mon expression qui était peut-être un peu moins... qui était peut-être un peu moins accessible par le passé. Ça rejoint un peu ce que Marie disait tout à l'heure. Il faut avoir de la bienveillance par rapport à soi-même dans le passé comme dans le présent. Daniel Grelot-Landry, merci beaucoup. Les 3 recueils de poésie que tu as publiés aux éditions de l'Interligne sont disponibles. Et là, de la poésie, on passe maintenant au théâtre avec Lionel Lehoulier qui nous lit un extrait de son œuvre « Laitue matinale », coécrite avec Dillonor. Donc, Lionel, on t'écoute. Merci beaucoup. Mon père est un devin. Pour vrai. C'est une malédiction qui nous poursuit dans notre famille depuis des générations. Être devin, ça rend les gens cruels. Tu finis par comprendre qu'il n'y a rien à faire puis tu maudis le monde d'avoir reçu un don qui sert à rien. Mon père a longtemps essayé d'échapper à la malédiction de sa famille. Malheureusement, quand tu vois les choses avant qu'elles arrivent puis que ça concerne directement ta famille, ça devient difficile de ne pas intervenir. La famille de ma mère aussi a le don de divination. Ma grand-mère maternelle particulièrement.
C'est le genre de femme qui connaît toutes les superstitions. Puis la première fois qu'elle a vu mon père, elle a su. Elle a vu les Irénies. Mais ma mère était en amour et enceinte. Ma grand-mère, elle l'a su tout de suite. Elle a dit « Ah, tu portes un garçon? » Ma mère en a rien pensé au début, mais quand ma grand-mère paternelle a vu ma mère, elle a dit aussi « Ah, tu portes un garçon. » Mais mes parents voulaient une fille. Ma mère rêvait d'habiller une petite fille de rose avec de la dentelle puis des souliers blancs. Ensuite, les amis de ma mère lui ont dit des trucs comme « Ah, tu portes vers le bas, ça doit être un garçon. » Et puis l'échographie. Tout ce qu'elle voulait, c'est que le médecin lui dise « C'est une fille! » Mais il a froncé les sourcils juste un peu trop, puis il a pris juste un petit peu trop de temps à réfléchir. Là, ma mère s'est mise à paniquer, elle a dit « C'est un garçon ou c'est une fille? » Le médecin a regardé à nouveau, puis il a dit « Ah, je suis pas capable d'identifier le sexe de votre bébé. C'est encore tôt dans votre grossesse, hein, ça arrive, mais si j'étais vous, je peinturerais pas la pouponnière en rose tout de suite. » Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ma mère m'a dit qu'après ça, elle pleurait tous les soirs dans les bras de mon père en disant « Je veux pas un garçon. Je veux une fille. Je veux une fille. » Fait que mon père a décidé de prendre la situation en main. Mon père voulait une fille, lui aussi. Tous les hommes qui l'avaient entouré dans sa vie avaient tous été des déceptions monumentales. Que le ciel corrige nos mauvaises pensées. Cher Dieu, entends les prières que je t'adresse et donne à l'enfant lui destinée qui lui convient. Fait que je suis née une fille. Puis ça a été la malédiction. Ma mère rêvait d'un accouchement naturel, mais je me suis présentée par le siège. J'étais même pas encore née, puis je disais « fuck you » au monde entier. Ma mère a essayé de m'allaiter, mais il n'y avait rien à faire. Je pleurais et j'avais faim. Je faisais juste ça, pleurer. Mes parents pensaient que j'étais possédée. J'étais un bébé, je pouvais pas contrôler ça, mais des fois, quand mes parents me parlent de moi enfant, j'ai l'impression qu'ils m'en veulent. Je faisais des crises, je frappais, je criais, je piquais des colères. Je les ai travaillées à la corde. Je me demande s'il n'y avait pas une partie de moi qui essayait de se venger. Puis là, à 12 ans, mon père nous a assis, puis il nous a parlé des Irénies, puis comment il était malheureux dans son couple hétérosexuel. On me reproche souvent mon coming out venu sur le tard. Mais à 12 ans, en plein éveil sexuel, comprendre c'est quoi ça, puis voir les deux côtés de la médaille continuellement, c'est de la marde. J'entendais tout le temps « Si on les laisse avoir des enfants, les enfants vont être gays eux autres avec. » Je voulais pas leur donner raison. Dès que je mettais le pied dehors, j'étais confrontée à un monde qui haïssait pas juste mon père, mais la constitution même de ma famille. Mon père est un devin, puis avec le temps, il est devenu aigre. Quand t'es un devin, t'as beau essayer de fuir, ça finit toujours par te rattraper. Quand j'ai dit à mon père que j'étais trans, je l'ai mis en colère et j'ai attisé sa méchanceté. Il m'a dit 3 choses que je suis pas capable d'oublier. T'essayes juste de te rendre spécial. Moi, quand je vous ai dit que j'étais gay, c'était pas pour faire différent. J'avais pas d'autre choix. C'était ça ou mourir. Toi, veux-tu mourir? Les gens autour de toi embarquent dans ton jeu. C'est un jeu. Personne n'y croit pour vrai. On t'appelle Il, on dit Lionel, mais personne n'y croit vraiment. Tu joues au gars, mais t'es pas un gars. Tu t'habilles comme un gars, mais t'as pas l'air d'en être un. T'es une fille. Et finalement, qui va vouloir de toi? Qui va être capable d'aimer quelqu'un moitié gars, moitié fille? Tu vas finir ta vie tout seul parce que personne va jamais vouloir de toi. On se parle plus.
Merci, Lionel. Merci beaucoup. Pour donner un peu de contexte au public, l'étui matinal a été mis en lecture au printemps 2019 au Jamais lu, une première fois, et a permis aussi, a été présenté ensuite, il me semble, si ma mémoire est bonne, c'est aux Zones théâtrales. Oui, exactement. Il y a 2 ans. Exactement. Tu as remporté avec Dylan Orr le prix national d'excellence RBC remis par la TFC, la Fondation pour l'avancement du théâtre francophone au Canada. Je veux savoir, là, au moment où on se parle, août 2021, Dylan et toi, vous en êtes où avec le projet? Ben là, maudite pandémie, hein? Parce que en temps normal, le show, on l'aurait déjà fait. T'sais, on était programmé pour mars qui vient de passer, mais bon, il y a une pandémie. Là, je veux pas nous jinxer trop, mais si tout va bien, ça devrait être dans quelques mois que, justement, le projet prend naissance et est vraiment mis sur scène. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait eu quand même une certaine évolution dans l'écriture. Oh my God, oui. Est-ce que ça a permis ça, au moins? Est-ce qu'il y a un aspect positif à ce long délai imprévu? Ben oui, puis non, parce que je veux dire, ça a donné naissance à énormément de frustration et de maudit. Quand est-ce que, tu sais, à chaque fois qu'on se disait, on avait des labos de programmer, puis à chaque fois qu'on se donnait une date, ben là, on reconfinait. Fait que là, on se donnait une autre date, puis là, il y avait un reconfinement encore. Fait que à chaque fois, on avait l'impression un peu que l'univers était contre nous, tu sais. Fait que, ouais, puis ça l'a fait en sorte que on savait déjà qu'on voulait écrire une troisième... On a fait 3 versions du texte. On savait déjà qu'on voulait écrire une 3e version du texte. Puis ça nous a vraiment aidé à faire une introspection profonde quand ça vient à ce texte-là. Puis je pense, aller beaucoup plus loin que ce qu'on serait allé s'il n'y avait pas eu, justement, tout ça là, qui se passe. Comment tu as trouvé ça, l'expérience d'écrire à 4 mains? Hey, c'est vraiment... C'est un challenge tout en étant un cadeau. OK. C'est vraiment le fun, surtout quand tu as une belle complicité avec quelqu'un d'autre, puis que comme vous avez une façon de travailler qui se complète beaucoup. Ça, c'est le cadeau. Ça, c'est le cadeau. J'imagine. Par exemple, moi, je dis souvent à Dylan que lui, c'est le contenant, puis moi, je suis le contenu. Fait que dans le sens qu'il ne peut pas vraiment faire un contenant sans contenu, mais moi, mon contenu, il est plate sans son contenant. Okay. Il est pas beau, il est pas attrayant. Fait que tu mets les deux ensemble, puis ça fait une espèce de bibite, une espèce de cuisine fusion qu'on sait pas trop si ça va être bon ou tout croche, tu sais. Mais ça fait aussi un challenge, parce que des fois, comme moi, je veux faire un cercle, puis lui veut faire un triangle, puis ben ça rentre pas. Fait que là, à ce moment-là, il faut faire des concessions, puis tout ça. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. On va parler du texte, parce que c'est ce qu'on a entendu. Et bon, on en est à 3 versions. Dans la version que j'ai lue, on peut lire au début... Dylan et Lionel imaginent un monde où le français et la non-binarité marchent main dans la main. C'est quoi le chemin qui reste à faire pour rendre ça possible? Oh mon Dieu, abattons toutes les institutions. Abat l'OQLF et l'Académie française. Je blague à moitié en passant, là, comme je suis pas en train de dire qu'il faut faire ça, mais comme c'est vraiment très, très long et très ardu de, justement, avancer quand on a, justement, comme des institutions qui sont là depuis des siècles, qui se disent elles-mêmes immortelles et qui veulent rien savoir de reconnaître ton existence en même ta langue maternelle. Tu sais. C'est dur d'être capable de trouver des mots pour se décrire puis comprendre sa propre identité quand le vocabulaire est pas là. Moi, pour comprendre que j'étais trans, il a fallu que j'apprenne l'anglais. Fait que, tu sais, ça en dit beaucoup sur la langue française, ça, là. C'est justement les institutions qui rendent ça si difficile, ou c'est quelque chose dans, je sais pas, les fondements de la langue? Ben, un peu tout, tu sais, je veux dire... dans l'évolution de la langue, on a évacué un neutre. À la base, il y avait le masculin, le féminin et le neutre a été évacué. Donc, pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années, tous les francophones ont été avec, là, ça s'accorde soit au masculin, soit au féminin. Donc, c'est soit des hommes ou c'est soit des femmes, tu sais. Fait que ça a un impact sur la conscience collective, ce genre de règles-là, tu sais. Ce qui fait que quand ça vient justement être comme, en pensant cette chose que vous utilisez depuis des centaines et des centaines d'années, qui est imbriquée comme au plus profond de votre être, est faux. Tu vas rencontrer de la résistance, tu sais. Bien, Gabrielle, tu es également une artiste trans. Est-ce que tu as le même rapport à la langue française que ce que nous décrit Lionel? Bien, moi, je m'étais évadée dans l'anglais, justement, pour écrire mes poèmes, parce que je voulais pas... Quand je n'étais pas encore assumée en tant que femme trans, quand j'avais 16 ans, bien, je pouvais dire « happy », mettons, mais sans dire que j'étais heureuse. Mais dans ma tête, quand j'écrivais, c'était ça que je voulais dire.
Puis ça passait mieux aux gens qui me lisaient aussi. Mais non, je trouve tellement que ces institutions archaïques-là, ils ont besoin, en fait, de s'adapter ou de disparaître. Puis en tant qu'artiste, est-ce qu'on a ce pouvoir-là de faire changer les choses? Absolument. Ouais. Oui, je pense que chacune de nos voix porte et va se faire entendre éventuellement. Je trouve ça encourageant. J'ai entendu. Je fais du pouce là-dessus. Moi, j'ai entendu une super belle citation l'autre jour, mais je me souviens plus qui a dit ça, mais il y a quelqu'un qui a dit « Good art make you think, great art make you change ». J'étais comme, oh, ça c'est intéressant. Oui, à garder en tête. Effectivement, c'est possible. En exergue dans l'étui matinal, peut-être. Il y a beaucoup de clins d'œil dans le texte à l'œuvre de Shakespeare. Il y en a qui sont discrets, ces clins d'œil-là, d'autres un petit peu moins. Il y a question d'Antoine et Cléopâtre, en particulier, pièce de Shakespeare. Peux-tu nous expliquer comment ça a influencé le texte? Bien, tu sais, ça, c'est un petit peu plus Dylan qui est arrivé avec cette idée-là de faire une espèce de texte à deux trames. Une trame qui est beaucoup plus dans la vie de tous les jours, puis une trame qui est cette espèce d'univers inventé shakespearien dans un français comme dans une extraordinairement mauvaise traduction, mais aussi une traduction dans un français qui n'existe pas puis qui est non-genré, où est-ce qu'on invente des mots, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose d'hyper comme weird puis plus grand que nature là-dedans qui fait en sorte qu'on dirait que c'est plus facile de justement après ça retomber dans la vie de tous les jours, tu sais. Puis aussi Antoine et Cléopâtre, c'est vraiment la pièce de Shakespeare probablement la plus genrée qui existe. Puis on trouvait ça intéressant justement d'aller voir c'était quoi les rapports de pouvoir à même ce texte-là. D'ailleurs, l'étui matinal, c'est une traduction, c'est une mauvaise traduction d'un terme dans Antoine et Cléopâtre qui est salad days. Salad days, c'est une expression pour dire comment on s'ennuie un peu de l'avant, de l'innocence, de la naïveté. Quand on était green. Là. C'est ça, quand on était green, quand on était encore dans le placard, puis que c'était donc plus facile, des fois, pour certaines choses, tu sais. Fait que l'étui matinal, ça vient directement de ça. Puis, dans le fond, tu sais, on voulait aussi aller voir le rapport de pouvoir dans le texte. Tu sais, Dylan joue César et moi, je joue Antoine. Et à même la pièce, tu sais, César est un petit peu comme l'homme blanc cisgenre et Antoine. Et puis là, à ce moment-là, c'est à savoir lequel des deux va gagner. Puis est-ce que même il y a quelque chose à gagner? Est-ce que les deux peuvent pas... Est-ce qu'ils vont s'auto-détruire? Est-ce qu'il y en a un qui va laisser sa place? Comment ça fonctionne? Toute cette espèce d'espace à partager, puis de privilèges, puis tout ça, tu sais. Bien, tu parles de cette espèce de bicéphalie. On la retrouve aussi dans ce va-et-vient là, à la lecture du texte entre les discussions qui sont peut-être plus philosophiques sur la nature du genre et aussi des trucs plus terre-à-terre, des scènes du quotidien, mettons comme apprendre à se raser ou porter un pénis quand on n'en a pas eu à la naissance. Qu'est-ce que ces décalages-là vous permettent dans la pièce d'explorer? Bien, c'est parce qu'il y a aussi le fait qu'on voulait pas faire un drame. T'sais, on voulait que, oui, c'était important d'aller mettre de l'avant des choses vraiment plus difficiles, graves, montrer une certaine vulnérabilité, mais on voulait aussi montrer le jeu qu'il y a dans tout ça, de justement, quand tu es une personne trans puis que tu commences à te découvrir, tu joues avec le linge, tu joues avec les codes. Justement, moi, j'avais jamais mis ça un packer. Fait que comment tu fais ça? Quel genre de sous-vêtements tu as besoin? Comment ça se place un pénis, tu sais? Fait que là, tu te tournes vers ton ami garçon, puis il est comme, je sais pas, j'ai jamais pas eu de pénis, tu sais, j'ai jamais pensé à ça, tu sais. Fait que t'es comme, mais oui, mais faut que tu... Fait que, tu sais, c'est niaiseux, mais une fois, j'étais au téléphone avec lui, puis il essayait de m'aider, puis à un moment donné, je me suis fâchée, j'ai juste pitché le pénis, tu sais. Puis il a rebondi sur le mur, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est tellement drôle, c'est presque du théâtre. Bien, ça se retrouve dans la pièce. Bien, c'est ça. Fait que, tu sais, comme, il y a des choses aussi qui sont drôles, puis qu'il faut aussi alléger, je pense. Bien, je me demandais pourquoi le décor de Forever 21. Hey, ça, là, c'est parce que c'est dans la pièce, là, je vais expliquer aux gens qui l'ont, parce qu'elle n'a pas été montée encore, mais il y en est question un tout petit peu, et ça se passe, il me semble, cette scène-là, si je me souviens bien, soit que ça se passe dans une cabine d'essayage, ou je ne sais pas si on voit le pénis revoler. Oui, dans le fond, c'est que nos deux premières versions de texte, on n'avait pas de lieu. Puis on s'est rendu compte que, dans le fond, là, on ne comprenait pas ce qui ne marchait pas avec le texte, puis éventuellement, on a fait « Ah, on ne sait pas, on est où? » Puis au début, on était comme dans un non-lieu. Puis là, on s'est dit, on pourrait faire ça parce qu'il m'était arrivé une expérience très désagréable pas longtemps avant où est-ce que j'ai été dans un magasin. Je me suis fait crier dessus par un vendeur parce que j'avais osé lui demander de pas m'appeler madame, tu sais. Fait que c'était vraiment, vraiment désagréable comme expérience. Puis j'étais tellement fâchée que j'ai fait comme, maudite merde, je vais mettre ça dans notre show. Puis tout. Ouais. Fait que là, on s'est dit quel genre de magasin ça pourrait être. Puis
Forever 21, c'est mort, ça n'existe plus. Fait que, comme, voilà. Et 2, c'est une chaîne de vêtements chrétiens. Ça appartenait à des chrétiens extrémistes. Je le sais. Moi aussi, quand j'ai su ça, j'ai fait « Oh my God, bingo! On l'a! » Puis, tu sais, Forever 21, il y a aussi quelque chose de très... On va toujours être jeune, tu sais, Forever Young, tu sais, cette espèce de laitue matinale, naïveté, innocence, tu sais. Ah, je vois. Donc, je comprends que la colère, pour toi, peut-être contrairement à Daniel, est encore un moteur de création, de choses à insérer dans les textes. Hey, 100%. Ouais. Ouais, c'est un petit peu ça qui me... Ben, pas juste ça, là, mais il y a un petit peu de ça qui me drive, justement, cette espèce de, comme, colère de voir... Justement, là, pas des injustices, mais peut-être un peu ça. Aussi, oui. Puis de me dire comme ça n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, moi, je suis vraiment privilégiée de pouvoir justement lire mes textes à des micros comme en ce moment le podcast qui vont être écoutés par des gens. Tu sais, fait que je me dis qu'est-ce que je peux justement transmettre aux gens qui vont m'écouter, qui viennent un peu justement de cette colère-là de voir des inégalités. Tu sais. Non, mais c'est grand, ça, ce que tu viens de dire. Je trouve ça très respectable, en tout cas. On a hâte de voir cette pièce sur scène, Lionel. Vraiment, dans les prochains mois. On va se croiser les doigts. Merci beaucoup, Lionel Laulier. Merci. On écoute maintenant Gabrielle Bouliane-Tremblay dans un extrait de La fille d'elle-même, toujours en compagnie de Lionel qui va l'accompagner. Je pense à cet homme trans tué par 2 femmes qui l'avaient hébergé. Des effluves de plats concoctés dans les cuisines amoureuses me parlent de quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre. J'espère que cette époque d'amour sur la pointe des pieds tire à sa fin. J'essaie de reconnaître la femme travestie par l'alcool qui me fait face dans le miroir des toilettes des restaurants. Je pense à tout ce que je cache, ma tristesse, ma poupée sous l'oreiller. Ça m'arrive de pleurer quand le barman refuse de me donner à boire parce que j'ai trop bu. Je ne sais plus où me poser. Je suis une étoile qui file dans trop de ciel à la fois. J'apprends à apprécier les traversées de la ville en taxi quand je retourne à mon appartement ou plutôt à ma cabane dans les arbres, comme j'aime l'appeler. La poésie de ce cubicule apatride me devient familière. Diurne ou nocturne, les trajets me renvoient dans un état méditatif particulier que je ne m'autorise nulle part ailleurs. Les soirs et les nuits sont propices à la mélancolie. Je repense à ce dont aurait eu l'air ma famille si je n'avais pas été une femme trans. Il m'arrive de pleurer en espérant que mes larmes goûtent le fleuve de cette enfance que j'ai lâchement abandonnée. Je souris par courtoisie aux hommes comme à quelqu'un qu'on ne veut pas trop connaître. Je souris pour maquiller mon visage. À l'approche d'une autre rencontre, j'espère que ce gars-là va m'enlever Guillaume du cœur, comme les dentistes extraient les dents pourries. Ça les surprend quand je leur demande de me frapper et que les larmes arrivent après seulement 1 ou 2 gifles. Il faut que je l'enterre sous d'autres corps, d'autres parfums, d'autres voix, d'autres douleurs. C'est dans la douleur que je brille, c'est dans la douleur que je reprends ma place au firmament. On m'offre du whisky sans glace et je leur montre mon plus doux visage. Je m'abreuve à même leur peau pour sauver la mienne. Je redoute parfois les paires de talons hauts dans l'entrée, qui ne sont pas les miennes, mais le présage d'un désastre sentimental. Je ne sais plus comment est le monde. Je me suis coupée de lui depuis je ne sais quand. Je ne fais que passer avec mes échardes et ma tristesse colossale. Je pense à cette femme trans, travailleur du sexe à Mexico City, tuée par balle par un de ses clients. C'est dans un bureau de psy que je devrais être, me dis-je, pas entre leurs jambes. Ils aiment secrètement que leur torse soit le berceau de ma fatigue et de mon désenchantement. On aime croire à cette sécurité qui s'offre un soir où l'on a bu un verre de rhum de trop. On aime recueillir les choses que la mer a rejetées sur le rivage. Je pense à ce village que je m'étais promis de construire sous les sapins, à tous ces éclopés qui m'attendent dans ma promesse boiteuse et qui depuis une décennie ne trouvent pas le moyen d'élaguer leurs racines. Je pense à l'accident de voiture, aux vies si fragiles et aux relations qu'ils sont encore plus, aux effusions de sperme triste, aux oreillers détrempés des nuits trop longues, à l'acharnement des abeilles sur le cadavre des fleurs. Bon, je vais venir, tourne-toi de bord, ton sexe m'empêche de jouir. Ça m'arrive de les envoyer promener la rage aux lèvres, et pourtant c'est à moi que j'en veux.
Mes amours ne peuvent être spontanées. Elles sont du ressort de la programmation. Elles dépendent des phases de la lune. Elles révèlent des calendriers. J'émerge de leur chambre après avoir passé toute une nuit enroulée dans leurs bras et leur silence. Dans les rues, le soleil me fait plisser les yeux. Je ne retourne jamais vraiment chez moi. Je suis dans un all man's land. Je n'atterris pourtant nulle part. Depuis des mois, je ne fais que creuser dans leur lit des excuses pour ne pas être seule. Je veux me tenir loin de ce qui me tue. Mais comment s'éloigner de soi-même? Parfois, je me dis que ce serait plus facile de me noyer, de me pendre ou de me tirer une balle. Dans ces moments, je m'engouffre dans leur gueule la tête la première et je suis soulagée de ne plus devoir penser à quoi que ce soit. J'enfouis mon visage dans la fourrure de leur torse, cette forêt habitable, et je les remercie d'être des terriers temporaires. J'aimerais saisir le moment présent avec la même vigueur et la même avidité que les goélands qui venaient parfois interrompre nos pique-niques à la plage. Parfois, il n'y a pas de musique chez eux, que le silence. J'ai le temps de me sentir mal pour ma mère, qui m'aide à payer mon loyer parce que je travaille qu'à temps partiel dans une petite pharmacie du quartier Hochelaga. Dans ce silence, je m'entends penser et je panique. Et je les entraîne avec moi dans les profondeurs du marasme. La déception arrive quand je comprends que ni eux, ni les autres ne peuvent m'apprendre à me conjuguer avec le monde. Je m'accroche à mon reflet dans les vitrines des boutiques. Je suis à la recherche des preuves que j'existe. J'envie les personnes qui n'ont pas à le faire. Je dois me retrouver, déployer tous les efforts comme on le fait dans les battus, à la recherche d'enfants perdus. Je pense à cette femme trans assassinée en Inde. C'est peut-être moi que j'essaie de rencontrer derrière les moustaches, les cols de chemise boutonnés jusqu'à la gorge, les tatouages. C'est peut-être moi que j'essaie de retrouver sous les crayons de cire éparpillés sur la table, les enfants allés chercher à 16 heures tapantes ou derrière la femme qui sait. Nous avons parfois créé un monstre d'amour qui pleure de ses pères yeux d'enfants blessés. Nous avons créé des chimères partout où nous sommes passés. Je déambule sous la ville de wagon en wagon, cerné jusqu'aux genoux, les sourcils froncés. On m'aime de 9 à 16 heures, même si on enlève nos souliers, on finit toujours par salir la maison. Quand je retourne chez moi, je me demande si l'amour des geais bleus et des ours ne m'aurait pas plus comblé que le leur. Et je me dis qu'on devrait avoir un psy assigné à notre naissance, au sortir de notre mère, ou du moins dès qu'on reçoit le premier coup de poing de la vie. Je me demande pourquoi la chaleur de l'autre m'est si cruciale alors que j'ai passé mon enfance dans l'eau glaciale du fleuve. Je me demande où se dressera le mur et s'il sera assez haut pour me décourager. On me dépose dans le creux de leurs paumes. On ne me cerne pas vraiment. On sait seulement que je suis fragile. On me pousse dans un taxi. Ramenez-la bien chez elle. Et on prie secrètement pour que je ne sois pas l'intérieur de la voiture. Je veux être encore avec vous à pleurer cette tristesse sans nom qui nous renvoie à l'anonymat vain de notre désir. Anonymes nous sommes pour ne pas trop nous attacher, pour ne pas trop prendre goût, mais il doit bien y avoir quelqu'un derrière les masques. Et je voudrais vous oublier, que vous glissiez sur moi comme l'eau perle sur les plumes des canards. C'est injuste qu'une simple rencontre reste dans ma vie pour toujours. Je pense à mes phalanges osseuses qui tentent de les retenir, au déchirement des os à l'aube. Je pense à ma résurrection dans le parc, au bruit des chiens qui aboient et des joggers qui s'essoufflent, au grain de sable incrusté dans les cuisses des rencontres, au bruit des plaies qui s'ouvrent sur des réponses. Je ne sais pas combien de fois on m'a retourné en exigeant un remboursement, combien de fois j'ai répondu à mon nom avec un enthousiasme canin. Et j'ai aussi la fougue de la chatte, l'envie de partir quand on s'apprête à me prendre. Et je pense aux lettres que je leur écris pour les garder près de moi, aux larmes entre les mots, entre les lignes, aux visages qui se déforment sous la pluie, aux cris que l'on n'entend plus par habitude. Je pense au col de manteau que l'on tire pour repousser le départ. Je pense aux genoux avant les raflures du béton qui saignent du découragement des villes et de la lassitude de campagne.
Merci, Gabrielle. Merci. On le réalise à la lecture, mais aussi en t'entendant lire, il y a une réelle sincérité dans le ton du texte, même si c'est une autofiction, donc il y a une part de fiction dans ce que nous raconte, pas juste de l'autobiographie. Comment tu t'y es prise pour atteindre ce ton-là? Essai-erreur. Ouais. Vraiment. Ça s'est échelonné sur 15 ans, ce projet-là. Et à chaque fois, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Chaque fois, je trouvais que j'avais pas le frisson que je rencontre quand je parle vraiment avec ma propre vérité. C'est sûrement un réflexe parce que j'avais peur d'aller au fond des choses. J'avais peur d'aller creuser en dedans de moi, de devenir folle encore plus. Et c'est ça, j'ai vraiment juste l'impression que c'est avec le travail éditorial avec Mélanie Vincelette et Jade Bérubé de Marchand de Feuilles qu'on m'a poussé gentiment, bien sûr, Ouais. à aller vraiment parler des choses sans détour. Donc, enlever le flafla et aller dans la poésie, qui est un peu mon domaine, dans le sens que j'écris depuis 16 ans de la poésie. Ouais. Donc, c'est ma nature, première nature. Et Je suis curieux de savoir comment tu développes comment tu bâtis cette relation-là avec tes éditrices-éditeurs. le métier d'écrivain, d'écrivaine, autrice, c'est un métier d'humilité. Ça travaille énormément l'humilité parce que souvent, parfois, on se fait dire ce passage-là, je comprends rien de ce que tu as écrit. Je sais pas où tu vas en venir. Donc, c'est vraiment d'être dans l'humilité, de dire, OK, on a tous un but commun, c'est de faire un projet qui va rejoindre les gens. Et Mélanie, au départ, elle avait peur de me challenger. J'ai dit non, je suis capable d'en prendre. Je veux vraiment qu'on fasse quelque chose qui va rejoindre intérieurement les gens. En tout cas, je l'espère. Donc, des fois, elle me disait des choses comme ce paragraphe-là ou ce chapitre-là, on sent une petite paresse. Tu nous as donné ça, mais là, ce paragraphe-là, il est comme ça. Donc, donne-nous encore plus que ce que tu peux. Donc, j'avais vraiment l'impression d'être dans un ring de boxe un peu, tu sais, où est-ce que j'étais tout le temps challengée, mais j'aimais ça. Puis après, bien, je changerais aucune phrase de ce roman-là. Je suis vraiment contente. Puis c'est à quel moment que tu as senti et qu'est-ce qui a fait qu'après 15 ans, tu t'es dit on est prêt à mettre ça au monde? C'est un roman qui a vraiment eu une transition lui aussi, dans le sens qu'il m'a suivi à travers les époques. Je savais même pas que j'étais trans quand j'ai commencé le livre. Au départ, c'était un gars et une fille qui parlaient en tandem au jeu. Donc, c'était vraiment... j'avais plein d'indices que, dans le fond, j'étais une femme trans, mais je me l'avouais pas. Mais on en vient au bout. Est-ce que ça passe ou ça casse? Dans le sens que j'avais l'impression que cette œuvre-là devait être au monde avant de faire toute autre chose. Donc, c'était vraiment une question de survie, je te dirais, d'écrire ça. Sinon, j'avais l'impression que toutes les expériences, tous les événements transphobes que j'ai vécus, toute la luminosité, la lumière que j'ai appris à travers ça, je voulais la partager. Mm-hmm. Je voulais que ça serve à des gens pour comprendre. Est-ce qu'il y a eu de la pudeur lorsque c'est paru? Est-ce qu'il y a eu une forme d'inhibition de ta part quand tu savais que tant de gens le lisaient? Je pense que moi, je vis pour l'art. Donc, c'était vraiment comme ma mission que les gens le lisent le plus possible. Puis, je me verrais pas autrement. Je trouve que c'est un exercice. Je trouve que la vulnérabilité est plus dans le fait de le lire devant public que de l'écrire. Ah ouais? Oui, je trouve que c'est plus challengeant pour moi. Bien, c'est sûr. Tu as des réactions, tu as la présence des gens, alors que l'acte de lire est souvent plus solitaire, on s'entend. Oui, ça rajoute une couche de vulnérabilité, je trouve. Je le disais tantôt, c'est de l'autofiction. Est-ce que ça a toujours été dans ce genre-là, dans cette forme-là? Est-ce que c'était important pour toi de le faire avec cette approche? Oui, parce que je considère, en tout cas, je parle pour moi, mais qu'on parle jamais mieux que de soi-même en étant soi-même. Donc, c'est comme ça que je pense que je fais des œuvres qui me ressemblent, qui me parlent, qui résonnent en moi, qui me font vibrer. Mais c'est ça, je pense que ça va être comme ça tout le temps. Puis je suis curieux, Marie, de t'entendre là-dessus également sur une approche d'autofiction, parce que souvent, on le voit évidemment que c'est dans des mouvements plus féminins, féministes et queer. Pourquoi l'autofiction est aussi célébrée, aussi bien mise de l'avant dans le milieu queer?
Ben, je pense que c'est des gens qui ont des choses à dire puis qui les ont tues pendant tellement longtemps que tant mieux s'il y a de la place en ce moment pour ça ou tant mieux si on prend la place, là. Puis moi, je pense vraiment, Gabriel, tu l'as vraiment bien dit, là. Moi, je veux juste écrire sur des choses qui me touchent puis que je connais puis que, tu sais, moi, ça m'intéresse pas d'écrire la vie de quelqu'un d'autre. Puis d'ailleurs, même, ça me frustre quand je vois des gens qui essayent d'écrire le genre de vie que je mène puis qui connaissent rien à ça. Ça paraît, l'honnêteté, puis tu peux pas bullshiter, là, quand tu fais l'autofiction, tu sais, oui, il y a le mot fiction, mais tu peux pas, les gens vont s'en rendre compte, puis il faut que tu sois honnête parce que on le sent tellement, là, si c'est... Moi, en tout cas, j'écris beaucoup aussi basé sur mon expérience, puis c'est ça, je pense que c'est... on a assez longtemps entendu les expériences mainstream des gens... bon, disons, hétéros, etc. Ou, tu sais, fait que je pense que on a vraiment un gros besoin de représentation, là. Il y a ça aussi, là. Puis comme tantôt Lionel disait aussi, j'avais pas les mots, je pouvais pas dire que j'étais trans parce que j'avais pas les mots. T'as pas les mots, t'as pas les visages, tu peux même pas... C'est vraiment important que les gens en marge, entre guillemets, là, ou, tu sais... la diversité, mais vraiment tu sais, il faut que ça soit mis de l'avant parce que sinon... Les gens, ils meurent puis ils sont pas bien. Mais non, mais c'est vrai. Puis dans la fiction, dans l'imaginaire, c'est important. Dans tout ce qui est narratif, que ce soit fiction ou autofiction, je pense que c'est important d'avoir des référents, d'être capable d'avoir des bases pour ce que tu disais tantôt, Lionel, de pouvoir s'identifier à certains éléments. Puis ce que j'ai remarqué en lisant, d'ailleurs, sur La fille d'elle-même, c'est qu'on souligne à quelques reprises, puis je sais pas si c'est par comme une espèce de pattern médiatique, mais que c'est le premier roman, la première œuvre d'autofiction par une femme trans au Québec. Est-ce que pour toi, ça a une importance d'être la première à poser le drapeau, mettons? Ben, c'est la première francophone. Francophone. Oui. Mais moi, je fais juste ce que j'ai à faire. Ouais, c'est ça. Je suis pas née en disant je vais être la première dans ci, dans ça. Ça donne comme ça, mais j'espère juste que je suis pas la dernière. C'est tout ce que je veux. Puis je voulais juste rebondir par rapport à l'autofiction. Je trouve que ce que j'ai aimé, ce que j'aime dans l'autofiction, c'est qu'on peut incorporer une plus grande poésie. Moi, je me sentais plus libre d'écrire en prose, en fait, parce que je me disais, c'est près de moi, tout ça. Donc, la poésie, ça fait partie de moi. Donc, si j'avais été dans une autobiographie, j'aurais été plus factuelle, plus cartésienne, moins dans les sentiments. J'aurais été plus dans les événements. Donc, je trouve que ça me permet cette liberté-là. Mais c'est pas dans 30, justement, Marie, tu affirmes t'être fait dire que tu devrais écrire de la prose. Oui, c'est une poète américaine qui m'a dit ça, Eileen Miles. Puis je pense que, tu sais, sur le coup, j'étais comme un peu fâchée parce que j'étais à l'université, je travaillais beaucoup sur la poésie. Mais je pense que qu'est-ce que ça voulait dire, c'était... Elle m'a dit, en fait, tu sais, t'as trop de choses à dire pour la poésie. Bon, c'est pas super fin pour la poésie, parce que c'est pas vrai que c'est pas parce qu'il y a peu de mots que ça veut rien dire. Mais c'est ça, je pense aussi que j'essayais aussi trop de condenser mon expérience en peu. Puis, tu sais, je suis comme énervée, je parle beaucoup, puis des fois, je passe d'une affaire à l'autre. Mais j'ai quand même réussi, c'est ça, tu sais, dans 30, à creuser tout en allant un peu à gauche, à droite. Ouais. Donc, je pense que tu peux faire les deux. Puis c'est même pas une question de genre rendu là, de genre dans le sens littéraire. Tu sais, que ce soit la poésie, les trucs d'étiquette, bon, comme on le sait, ça peut aider, mais des fois, c'est un petit peu fatigant, là, parce que moi, d'ailleurs, même, comme tu disais, Gabriel, une autobiographie, là, que c'est factuel. Moi, j'avais pris un cours, justement, à l'université. Ça en était chiant, là, je trouvais, tu sais, quand c'est comme limite... faut que tu checkes les faits, puis c'est pas vrai que tu sais, moi, je transforme un peu la vérité, tu sais, puis c'est pas une cachette, des fois, c'est vraiment un effet aussi, là, tu sais, c'est comme, on s'en fout que j'aie 2 frères ou pas de sœurs, ou tu sais, comme, c'est pas ça le propos, là. Je pense qu'on veut parler d'autres choses. Non, ben ça me fait rire par rapport aux étiquettes. Je vais paraphraser parce que j'ai pas la citation sous la main, mais il me semble Marguerite Duras qui disait, quand on lui demandait, mettons, une œuvre, c'est quel genre de livre? Elle disait, c'est un livre de lecture. Je trouve que c'est une bonne façon de le dire. Oui. Je veux qu'on parle de ta relation à la famille dans La fille d'elle-même parce qu'il y a des liens ultra forts dans ce livre-là par rapport aux membres de ta famille. Est-ce que ça a été important pour toi d'écrire là-dessus?
Bien, il faut savoir d'abord que la famille de la fille d'elle-même n'est pas la même que la mienne, dans le sens... c'était volontaire parce que mes parents, mes sœurs, en fait, sont encore vivants et vivantes. Donc, c'était vraiment juste pour comme les protéger, à quelque part. Mais dans la fille d'elle-même, elle a un grand frère. Puis moi, je me suis toujours questionnée sur qu'est-ce que ça aurait été ma vie si j'avais eu un grand frère. Et les parents, eux, ils vivent une situation dysfonctionnelle. Mais ça, c'était vraiment un mandat que je m'étais donné de parler... Parce que moi, j'ai eu la chance, un privilège, en tant que femme trans, d'avoir une famille soutenue. C'est vraiment pas le cas pour presque la majorité des personnes trans. Puis c'est un exercice, un devoir de mémoire aussi, puis de conscientisation sur le fait que ça peut être très difficile aussi et les enjeux, dans le fond, familiaux. Donc, j'ai voulu explorer ces avenues-là et c'est ça, j'ai exploré. Parce qu'une des relations et un des événements les plus poignants dans ce livre, à mon avis, est la relation avec la grand-mère, qui est super importante. Puis j'étais curieux de savoir, ce lien-là générationnel qui saute la génération des parents, comment a-t-il été important dans ta trajectoire? Bien, la grand-maman, en fait, c'est une des personnages qui est le plus inspiré de ma grand-mère à moi parce que quand j'étais jeune, mes parents étaient souvent absents, ils travaillaient beaucoup. Puis souvent, c'était ma grand-mère qui nous gardait, qui venait de Québec nous garder. Donc, j'ai développé un lien très, très fort avec cette grand-mère-là qui, dans le fond, comprenait beaucoup de choses. Puis je me sentais beaucoup plus à l'aise de parler à ma grand-mère de tout ce que je vivais, de tout ce que je ressentais par rapport à mes parents, que des fois, je sentais que j'étais comme à côté un peu d'eux. Puis j'étais comme à côté de moi-même. Hein. J'étais pas nécessairement ancrée dans ma propre vie, ma propre vérité. Donc, j'avais l'impression que j'étais pas capable de nommer ce que je vivais. Mais ma grand-mère, j'avais l'impression qu'elle comprenait même ce que je disais pas. Mm-hmm. Parce qu'elle semble... là, je parle, évidemment, quand c'est de l'autofiction, j'essaie de laisser les deux isolés, là, mais quand même, dans le roman, dans le livre... C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'accueil, qui est dans l'acceptation. Et ça semble si important pour le personnage principal. Oui, absolument. C'est une personne... la fille d'elle-même, c'est une personne qui est en quête d'identité. Donc, elle a besoin d'être assurée. Elle a besoin... Et c'est ça, c'est le côté maternel de la grand-mère est très, très puissant. Et elle est là aussi dans les moments charnières de sa vie. Donc, c'est juste pour dire à quel point elle est significative. Il y a une dernière question que je voulais te poser par rapport à des moments qui sont plutôt durs dans le livre, que ce soit de la violence psychologique, de la violence physique, des situations d'abus. Et le personnage principal semble souvent vouloir chercher le bonheur et la lumière dans tout. Puis c'est une très belle qualité. Est-ce que tu t'es posé la question à savoir, faut-il mettre autant de moments, pas dramatiques, mais peut-être de détresse pour ce personnage-là, dans sa complexité, je sais pas? Bien, c'est pour faire aussi un parallèle avec à quel point chaque petite miette de bonheur est importante. Mm-hmm. C'est comme faire une comparaison, mais cette autofiction-là, je ne le cacherai pas, est très près de moi. Donc, j'ai les trucs vraiment difficiles, souvent, ça a été vécu et ressenti et besoin d'être exprimé. Donc, c'est vraiment un exercice comme ça de... Moi aussi, je pense que j'ai donné ça à la fille d'elle-même, ce côté-là de... Si je suis encore ici, si je suis encore debout, c'est parce que je crois au bonheur. Puis je crois que, tu sais, on mérite tous et toutes de vivre. Bien, merci beaucoup pour cette lecture et cet entretien, Gabrielle. On passe maintenant à la dernière lecture du cabaret en compagnie de Marie Darcigny qui va nous lire un extrait de 30. Oui, je vais lire un extrait, dans le fond, pour un tout petit peu de contexte, au début du livre, qui est en fait classé en ordre chronologique comme un journal. Et ça commence au mois de juillet et ça, c'est au mois d'août dans le livre. Je me suis juré d'écrire tous les jours de cette année numéro 29, mais il ne faut quand même pas obséder avec ça. Les obsessions, je connais ça, mais à quel point est-ce une bonne idée de toujours ressasser les mêmes mauvaises idées? Les psychologues et les mères s'entendraient pour dire que le négatif attire le négatif, les obsessions entraînent les obsessions. D'ailleurs, moi, j'ai eu un 2 pour 1 dans ce département-là. Ma mère est psychologue, c'est sa profession, bien que pour moi, elle occupe le seul et unique rôle de mère.
Ce n'est pas comme dans l'épisode de Radio Enfer où la mère psychologue de Camille lui demande « Camille, as-tu besoin qu'on en parle? » quand Camille a de la difficulté à ouvrir le pot de beurre d'arachide. Non, ce n'est pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça et ma mère, elle n'est pas comme ça non plus. Je suis certaine que ma mère serait d'accord pour dire que c'est une mauvaise idée de se faire du mauvais sang. Mais le problème, c'est que l'expression « mauvais sang » est ma préférée. Je m'imagine avoir du poison dans les veines. La seule façon de le purifier serait de me saigner à vif. Mais bon, le problème, c'est que ça me tuerait par la même occasion. Je dois donc vivre avec ce sang-là, mauvais. Les psychologues et les mères s'entendraient pour dire que de penser qu'on est une mauvaise personne, c'est un signe de faible estime de soi. Que de penser que quelque chose de mauvais va arriver, c'est un symptôme d'anxiété. En gros, moi, je suis un symptôme de tout, mais pour quelle raison? Juste, j'aimerais mieux être Patricia Arquette dans Stigmata, être clairement possédée, parler 15 langues, faire exploser les wagons de métro, et que ça finisse en bonne et due forme avec un exorcisme. Au moins, si je jouais dans Stigmata, je serais blonde et jolie, comme Nelly, comme Marie-Sissi et comme Lizzie un coup parti. Bref, je voulais seulement dire qu'il ne faut pas obséder. Ne pas se faire de mauvais sang. La torture, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette année, pour cette vie-ci. Avez-vous vu le film Martyr? J'avais auditionné pour jouer le rôle de la suppliciée. Oui, suppliciée entre guillemets, car c'est bien le nom du rôle si je me fie à IMDb. Dans ce temps-là, j'aurais bien accepté une clause de nudité pour me faire peindre le corps et bouger mes os à l'écran, mais bon, j'ai pas eu le rôle, malgré les années de danse classique et de grammaire du corps. Mais j'ai vu le film et je n'ai pas dormi de la nuit, un très bon film. Mais Martyr, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est d'avoir 29 ans et de tenter de n'obséder sur rien. D'ailleurs, quand je ferme les yeux, je ne vois rien. Les mères et les psychologues s'entendraient pour dire qu'il n'y a rien de mieux que la visualisation. Alors je ferme les yeux et je ne visualise rien. Pas au sens où je ne visualise pas, non, au sens où je visualise le rien lui-même. Je regarde le néant de mes 30 ans qui approche. Je les entends débouler l'escalier, se buter contre la porte du hall d'entrée. Ce sera à moi de leur ouvrir, ou pas. Je me suis juré d'écrire toute cette année, alors on verra bien, ou pas. Il suffit seulement de ne pas obséder. C'est la clé. À ce point-ci de ma litanie, il serait légitime de me demander pour qui j'écris, pourquoi j'écris. Car après tout, ceci n'est pas mon Live Journal en 2002, ceci n'est pas mon MySpace en 2006, ceci n'est pas mon Tumblr en 2008, non. Ceci est mon corps livré pour vous sur papier, prenez, lisez. N'oubliez pas que si ce ramassis de mots est publié de façon posthume, c'est à cause de Nelly. Oui, Nelly qui, avec folle, écrit à son amant une dernière fois. Elle sait qu'il ne veut pas d'elle, tout comme je sais que la vie ne veut pas de moi amante de rien. Sinon, peut-être de moi-même. J'adore disséquer mes défauts, explorer les failles, d'où mon malheur s'écoule goutte à goutte, comme le champagne qui s'écoule du verre de cristal craquelé, fissuré juste comme il faut en surface tout doucement, mais irrémédiablement brisé. Vous trouverez mes mots imprimés sur papier, ancrés et ancrés sur la page, de la bile acide qu'on ne peut pas effacer même si on y met tous nos efforts, même si on y met une vie entière, même si on utilise un effaceur magique, Monsieur Net, non. Je ne disparaîtrai jamais de la page, même après avoir disparu de vos vies, toujours là pour vous rappeler que, bien sûr, tout passe, mais rien ne se passe jamais bien. Le temps s'écoule à coups de nouvelles séries exclusives Netflix. Dans vos écrans, Stella Gibson portera toujours des blouses en soie. Joyce Byers ne se démêlera jamais les cheveux. Piper Chapman ne cessera pas d'être manipulatrice. Tout ça continue et si jamais ça s'améliore avec le temps, je ne serai même pas là pour y assister. Vous pourrez dire que j'ai laissé tomber, que j'ai abandonné, que je me suis sauvée en vous laissant pleurer ma disparition. Vous chignerez sur mon absence, que vous oublierez probablement assez vite de toute façon. Il faut arrêter de croire que les morts prennent toute la place, même si la mort, elle, est omniprésente dans nos vies. Je vous jure que tous ceux qui ont disparu de notre existence disparaîtront aussi de votre esprit. C'est inévitable, irrémédiable, je chemine sur une longue pente descendante. Je vous verrai peut-être en bas de la côte. Je vous crierai qu'il fait bon s'effacer, qu'ici-bas, les jours perdent de leur lustre, le cristal ternit, la coupe déborde, éclate, explose, le champagne se répand tout autour et je me baigne dedans jour après jour, enfin libérée d'avoir existé. Merci, Marie. Ben, merci à vous.
Hey, le rapport au temps semble t'inquiéter légèrement dans 30. Elle semble inquiéter la narratrice. La narratrice, de 30. ben oui, t'as raison. Il y a l'anniversaire fatidique, donc tu le dis, la narratrice est née un 1er juillet. Et là, on était, tu le disais, au mois de mars. Non, au mois d'août. Au mois d'août, c'est début, ça. Au ouais. mois d'août, au tout début. T'as raison. C'est comme un journal qui dure 1 an, dans le fond. Exactement. Et tu t'es donné ce défi-là d'écrire chaque mois. Oui. Et bon, on se rapproche de page en page du 1er juillet, de mot en mot. Comment tu qualifierais justement ton rapport au temps dans l'écriture et dans ta vie d'auteur, autrice? Bien, premièrement, je me suis donné... En fait, la narratrice s'est donnée dans 30 cet objectif-là, parce que 30, je ne l'ai pas écrit avec la même temporalité que dans le livre. En fait, c'est un tour de magie, je l'avoue. C'est un tour de passe-passe. J'ai décidé, dans le fond, de faire ça chronologiquement, mais tu sais, il y a des bouts que j'ai peut-être écrits, là, le bout que je viens de lire, peut-être je l'avais écrit en novembre, là, je sais pas. Puis, tu sais, il y a même des petits trucs que j'ai changés pour que ça soit... avec les saisons, puis tout ça. Mais sinon, pour vrai, oui, effectivement, je trouve que c'est quand même un bon défi d'écriture de se donner aussi une temporalité de journal comme ça. Puis moi, de toute façon, quand j'écris, d'habitude, ça va vraiment vite, dans le sens que ça déboule, puis tu sais, je suis capable d'écrire à tous les jours, ce qui donne quand même un souffle aussi c'est comme ça, dans le fond, un peu que 30 est arrivé. Et la forme, comment l'as-tu trouvée? Parce qu'on le disait tout à l'heure, tu as étudié la poésie, tu as publié 2 recueils de poésie avant ça, un en anglais, un en français. Comment tu as trouvé cette forme-là? Comment tu t'es rendu à écrire de cette façon? Je pense que c'est pas mal en lisant, puis c'est vraiment, en fait, comment ça se passe dans ma tête, je pense. Tu sais, c'est ça, dans ma tête, il se passe des choses, là, ça va quand même vite, je dirais, puis... ben c'est ça, fait que, tu sais, j'ai juste suivi, dans le fond, le flow de pensée. Oui, c'est un peu, tu sais, inspiré de ce courant-là, là, qui est, tu sais, Stream of Consciousness, mais travailler, bien sûr, puis, tu sais... mais c'est un peu ça qui m'a inspiré. Je me suis dit, je dois pas être la seule qui est capable aussi. Tu sais, il y a beaucoup d'entendre des liens de synchronicité, tu sais, de voir quelque chose ailleurs, puis tu le revois une couple de mois plus tard. Puis ça, c'est aussi pas mal comme ça que ça fonctionne dans ma façon de penser. On dit que ton texte est un mélange de théorie et de fiction. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je le vois comme un compliment parce que c'est vrai que j'ai incorporé des citations plus théoriques. Bon, ça, c'est pour le style, mais aussi, je ne vais pas cacher aussi que 30, c'est pas né pendant que je faisais ma maîtrise, mais je l'ai retravaillé dans le cadre de ma maîtrise. Okay. Fait que, bon, à l'université, tu n'as pas vraiment le choix d'intégrer la théorie, là. Fait que, mais tu sais, j'aurais pu l'enlever, mais c'est juste, je trouvais que ça complétait vraiment bien. Puis peut-être dans un genre de trip universitaire, je vais backer qu'est-ce que je dis. Ouais. Mais c'est sûr que c'est quand même aussi, tu sais, il y a des recherches qui se font, tu sais, je travaille beaucoup de santé mentale ou de dépendance, ou tu sais. Fait que c'est quand même des choses qui m'intéressent pour vrai. Ah oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas l'impression de lire, je sais pas, un mémoire ou des citations à profusion, alors que tu aurais pu aller de l'autre côté dans une approche de recherche-création et ne jamais citer quoi que ce soit, mais je sens qu'il y a cette approche-là que tu as voulu mettre de l'avant en insérant un petit peu de théorie, justement. Mais à la fois, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des références de culture populaire et des références plus littéraires. Là, on t'entendait à la fois, tu sais, il y a du Orange is the New Black, il y a des citations ou des passages de Kathleen où tu parles de Angelina Jolie. Et tu parles aussi des grandes figures littéraires. On l'a entendu aussi dans cet extrait-là. Il y a donc un mélange de littérature et de culture pop, comme je disais. Je cite aussi un passage que j'avais bien aimé. On a les idoles qu'on peut, on a le pathos qu'on veut. Il faut rester à l'affût des vies des célébrités dans la fiction comme dans la réalité. Est-ce que tu perçois une fiction ou une dramaturgie des personnages dans la culture pop? Est-ce que tu vois cette valeur-là? Oui, absolument. En plus... Fun fact, j'ai déjà travaillé pour un magazine à potins. Donc, tu sais, c'est absolument romancé, là, ces affaires-là. Tu sais, des fois, tu vas partir d'une photo, puis c'est comme... tu peux inventer des choses. C'est juste pour vendre, là. Ouais. Mais aussi, tu sais, la culture pop, pour moi, c'est vraiment important parce que, justement, je suis pas... tu sais, je viens d'une famille assez...
classe moyenne. Ma mère, c'est la seule à avoir fait des études supérieures dans sa famille de 16 enfants. Puis, tu sais, comme la télévision, la musique, c'est vraiment important pour moi. Puis, je vois pas pourquoi est-ce que... En plus, ça peut carrément aider à expliquer des concepts à des gens qui ont peut-être pas accès à de la théorie. Puis, je vois pas pourquoi ça serait moins valable. Oui, je comprends tellement. On parlait de ces figures-là, des figures plus fantomatiques. Et sur ton site, on peut lire que tu es une femme fantôme. J'aime cette étiquette. On a aussi l'impression que la communauté de femmes que tu évoques, dont tu parles dans 30, hante le texte. C'est quoi ton rapport à la hantise, à ces présences-là? Je sais pas si je suis encore une femme fantôme. C'est vrai que je le disais souvent. Ouais. Mais je suis hantée certainement par des figures, des muses ou, tu sais, moi, tu sais, je suis toujours... j'ai beaucoup d'imagination. Tu sais, quand j'étais petite, j'aimais ça, m'imaginer dans des films que je venais de regarder. Puis, tu sais, comme... Je pense qu'on fait... Tu sais, j'ai vraiment développé tout comme un imaginaire autour d'Angelina Jolie parce que... Pour moi, c'est ça qui faisait du sens. Puis ça a quasiment pris un rapport spirituel à un moment donné. Puis pourquoi pas, tu sais? Ouais. Je veux dire, c'est comme ta puissance supérieure, là, ça peut être n'importe quoi, là. Fait que, écoute. Puis c'est déjà, c'est ça, j'ai un rapport de « Oh my God, c'est donc bien fou qu'est-ce qui leur arrive. » Mais je sais très bien que c'est inventé. Puis en plus, comme... Il y a vraiment une trame narrative qui me fascine un peu là-dedans. Que tu retrouves aussi dans la littérature en tant que grande lectrice, où il y a comme un rapport différent? Oui, non, c'est ça. Pour moi, c'est tu sais, là, du high art ou low. Tu sais, c'est tout... ça devrait pas... Il devrait pas avoir de hiérarchie, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme pourquoi... tu sais, la culture, ça va dans tous les sens, là. Fait que oui, aussi, tu sais, mais je suis pas... Tu sais, avant d'étudier en littérature, j'étais pas une si grande lectrice de classiques, là. Puis pour moi, c'est pas vraiment important, ça. J'ai même pas... j'ai pas lu bien des classiques, là. C'est correct, là. Tu parlais un peu tantôt de ton rapport à la vérité et à la façon d'avoir écrit 30, et tu as dit qu'il n'y a pas d'aveu sans mensonge. Ça, je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce que ça implique dans le rapport ou le pacte que tu as avec les gens qui lisent 30? Ça, c'est très rushant de penser à ça, parce que, d'ailleurs, en le lisant, je me suis dit... Parce que tu peux pas mentir à ton lecteur. Fait que là, dans le fond, dans 30, la façon que j'ai dit tantôt, tu sais, je disais si ce ramassis-là de mots est publié de façon posthume. Ouais. Mais j'ai dit si. Puis je me rappelle qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit « Ah, ben dans le fond, tu dis dès le départ que la narratrice est morte. » Mais ça, je pourrais pas tant faire ça. Ouais. Parce que les gens seraient vraiment portés... Puis c'est parce que, tu sais, je veux dire, les gens pourraient toujours aller voir sur Internet si je suis morte ou, tu sais, j'ai quel âge, là. Puis je me suis fait dire, mais pour moi, c'est que ça m'intéresse tellement pas. En plus, là, si dans une entrevue, Puis je me suis fait dire, là, tu vas voir, ça va bien aller la trentaine. Hey, c'est parce que j'avais déjà 30 ans là, quand 30 est sorti. Là, tu sais, pour moi, c'est ça. Excuse-moi, j'ai peut-être dérouté ta question. Là. non, mais je parlais de ce que ça implique dans... puis on en parlait un peu... Avec plus tôt dans Gabriel, l'émission avec Gabriel, l'honnêteté puis cette vérité-là. Alors, tu sais, je me demande jusqu'où tu peux tester les limites de la vérité de ce que tu peux faire. Ben, j'essaie juste de pas d'être honnête, mais tu sais, si je change des petites choses, que ça soit... Je vais jamais mentir sur des trucs monumentaux, là, tu sais, je vais jamais m'inventer des expériences que j'ai pas eues. Je trouve que c'est vraiment important de donner la parole à... Si tu connais pas quelque chose, va chercher quelqu'un qui... Tu sais, c'est comme si t'as pas de personnes des Premières Nations dans ton show de télé, va en chercher une. Là, fais pas, tu sais, c'est pas si compliqué. Là. Fait que, puis tu sais, pour moi, des petits trucs, c'est des détails, c'est des twists littéraires. Rendu là, c'est du style là, de changer des... Mais je voudrais jamais prendre la place de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est vraiment important de... Oui, mais je sens qu'il y a une approche un peu no bullshit dans ton écriture, là, vraiment d'y aller avec transparence et authenticité le plus possible. Ah oui, absolument, mais ça, c'est parce que je suis aussi une personne que j'essaie d'être comme ça dans la vraie vie aussi. Là. En tout cas, j'invite tout le monde à lire, à se procurer 30, publiés aux éditions Remue-Ménage, ainsi que tes 2 recueils de poésie qui ont été publiés dans les dernières années.
Et c'est ce qui met un terme à notre cabaret des variétés littéraires de la fierté. Merci aux 4 artistes qui étaient avec nous ce soir. Ce fut un grand plaisir. Merci au public de s'être déplacé ici à l'Auberge Sims. Je veux remercier également l'équipe qui a rendu cette émission possible. Au Salon du Livre de l'Outaouais, Mélanie Rivet, Clara Lagacé, Myriam Roy et Giovanni Casanova. Chez Transistor, Stéphanie Lorrain, François Larivière, Claire Thévenin et Louis-Philippe Roy. Un grand merci à Éric Tessier à la technique ce soir. Je m'appelle Julien Morissette et je vous dis bonne lecture. À la prochaine.